là ce soir, juste avant les congés. Donc ce soir, le thème de la conférence est la sécurité. Et juste en introduction, avant qu'on démarre le streaming, pour vous parler un petit peu du POG, et surtout des événements à venir. On a un événement qui va être dans le cadre de l'Open World Forum, qui va avoir lieu en octobre. Il y aura sûrement une conférence aussi en septembre, on n'a pas encore la thématique. Mais en octobre, voilà, il y a un événement qui dure sur 3 jours, mi-octobre, jeudi, vendredi et samedi. On va sûrement faire une conférence vendredi soir. Il y aura plein de conférences aussi techniques sur Android, sur différentes thématiques, sur l'embarqué, sur le DLP, sur l'intégration aussi Android natif HTML5. Et puis un gala, je pense, vendredi soir, où on va voir donc des intervenants et sûrement un hangout avec les États-Unis. Avec les développeurs de Google. Voilà, donc on vous donnera la date prochainement. Google, pardon. Google TV, c'est ça? Non, enfin je ne sais pas si ce sera Google TV, non, mais c'est les développeurs d'Android de Google qui feront sûrement en guide avec nous. On est en discussion avec Google sur ce thème-là, les souvenirs sont bons. Et donc voilà, donc ça sera un événement important pour le POG. Que dire d'autre? On a des nouveaux sponsors, donc on en est ravis. Je pense que là, on a fait vraiment beaucoup de sponsors qui vont nous permettre d'investir dans un système de live streaming qui marche. Donc on va acquérir très prochainement une caméra professionnelle avec un système 3G qui peut être tout le temps connecté, comme ça on n'a pas besoin d'attendre le Wi-Fi. Voilà. Et que dire voilà, parmi les sponsors, donc on a Oxial, qui est un nouveau sponsor, voilà, qui est présent sur la projection. Et on a aussi Zenica, qui est bien rentré comme sponsor. Donc je pense qu'on a assez de sponsors pour l'instant et pour vivre et financer l'association. Donc on les remercie beaucoup. Et donc en introduction ce soir, on va avoir une présentation d'Oxial par Stéphane. Voilà. Donc on va donner 5 minutes pour présenter un peu l'activité et ce que vous faites sur l'iPhone. Aussi, voilà. Très bonne réponse aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent faire passer un message en attendant que ça fonctionne. Non? Ok. Bon. Ouais, vas-y, viens ici. Si tu avais, je pense que tu as des choses à dire. Si quelqu'un a les identifiants live stream aussi, ça nous aiderait. Bonjour à tous. Alors moi je suis en train de monter une société qui développe des librairies pour applications mobiles, notamment Android. Et notre premier produit est un moteur de recherche très rapide, très efficace, qui permet de taper en ligne et d'avoir les résultats qui s'affichent. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de composants, vous pouvez bien me contacter à la fin. C'est quoi exactement comme composant ce que tu développes? Là, exactement, pour la démonstration, je pourrais vous montrer sur une base de livres. Donc sur le base de livres, par exemple, on peut plutôt avoir une liste déroulante où on va sélectionner par exemple le nom de la ville ou le nom du pays. On peut commencer à taper directement FR, on va tout de suite taper sur France. Pareil, on gère les typos, donc par exemple si on cherche des villes et qu'on fait LOZ pour commencer à chercher Los Angeles, bah, tout de suite on va corriger les typos, on va revoir le résultat affiché en temps réel avec des dates et tout. Si vous voulez avoir des démos, j'ai des démos sur Android et iPhone. D'accord. Et la société s'appelle comment? La société s'appelle Algo. Algo comme algorithme et LIA. À Paris? À Paris. C'est un ancien hôpital aussi. D'accord. Il y a 10 ans, j'étais là. C'était en quelle année? En 2004. En 2004. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans l'aventure. Non, d'accord. Égal. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ce soir? Qu'on est en retard. Non, pas de souci. Bon, sinon, on ne filme pas l'intervention de Oxiane, c'est bon? On va faire les démarrer là. Merci Oxiane. Bonjour. Donc je suis Stéphane Yettard, le patron d'Oxiane. Donc je vais vous présenter la société 5 minutes.
Je vais essayer de ne pas être trop pesant là-dessus parce que j'imagine que vous venez voir les intervenants sur Android. Voilà, donc Oxiane, c'est au départ un centre de formation. Donc, ça, c'est notre page. Donc, grosse activité de formation sur la technique, essentiellement Java. Donc, Java 18.2e, et puis des choses à côté, comme Android, les gestions de projets agiles, des choses comme ça. Voilà, mais le cœur de Oxiane, c'est Java. Évidemment, en formation, on fait un peu de conseil. On fait de l'ingénierie. Donc l'ingénierie, c'est des missions ou des projets menés soit en agile, soit en centre de service. On a un petit centre de service pour un opérateur où ils font essentiellement de l'Android. Il y a un des développeurs qui est là. Voilà. Et puis c'est également, alors c'est quelque chose qui est intéressant, parce que vous allez voir qu'avec le sujet de l'Android, ça complète. On a créé une filiale qui s'appelle Studio, et qui fait essentiellement du site web, du HTML5, des nouvelles techno. Et en fait, on est à la frontière, là, ils font aussi pas mal d'Android. Et on a la frontière ici, Android plutôt ici, et ici, Android plutôt les petites applications, vitrines, des choses comme ça. Avec un gros savoir-faire également pour faire des applications, des sites web qui sont multiplateformes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être affichés dans un navigateur, dans un smartphone, dans pas mal de choses. Pour la petite histoire, ça nous fait gagner beaucoup de projets, ça. Quand on monte un site web à des prospects et qu'on le monte avec l'iPhone et qu'il y a des flashs dedans. C'est assez rigolo. Donc là, en général, on arrive à leur montrer que on peut faire des choses sur du HTML5, par exemple, et qui passe sur toutes les plateformes. Voilà, c'est une petite part d'activité. Oxiane, c'est un groupe de une quarantaine de personnes, 45 personnes. Et on a démarré des filiales. On en a une au Luxembourg, on en a une en Bretagne. Voilà. Et pourquoi on est ici? Alors, on a commencé un peu l'aventure avec le Paris Jug, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché en fait de communautés, des choses qui sont assez récentes, c'est-à-dire des gens comme les gens du POG, qui se fédèrent autour d'une techno, et puis qui organisent des événements, et ça permet de se rencontrer. Ça permet pour nous de rencontrer des développeurs, des jeunes, et de se faire connaître. Et puis évidemment, ça peut permettre pour vous de voir quelles sont les boîtes qui s'investissent un petit peu. Ça, c'est un premier niveau d'investissement. Le deuxième niveau d'investissement, c'est d'essayer aussi de participer, de faire des prêts. On était très fiers, on avait fait une presse en novembre 2009 sur un événement au Paris Jules qui était une soirée Google. On avait présenté Android. À l'époque, c'était assez nouveau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions. Donc voilà, bon, Oxiane, un centre de formation, beaucoup de formation, et une SS2I en même temps. Voilà. Merci. Ok. Et Yann? Oui. Ok. C'est bon? Non. Non. Non, 5 minutes. Il faut que je compte un petit peu ou... Ouais, tu veux parler un peu des projets qui arrivent, des salons, des trucs comme ça? J'ai parlé de pendant 3 mois. Si, alors je peux parler de 2 autres salons. Et Stéphane, d'accord. Pardon? Les sponsors, il a dit qu'il y avait des nouveaux sponsors. Et tout. Ouais, j'ai parlé des nouveaux sponsors. Je pourrais parler de JetBean, mais c'est un petit peu technique. On t'écoute? Donc, non, sérieusement, il y a donc 2 autres salons. L'Open World Forum est plutôt un salon autour des communautés de développement open source, et donc Android sera présent, et le pôle donc aussi. Pour en parler, après on a 2 salons professionnels dans lesquels on va avoir des villages Android. Donc ça peut être intéressant, soit pour les sociétés que vous représentez, d'être présents là-bas, soit vous-même de venir. Donc il y a, en plus en octobre d'ailleurs, il y a le Mobile IT. Et le deuxième salon, c'est Mobility for Business. Voilà, donc c'est 2 salons plutôt orientés professionnels, mais ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, peut-être les sociétés pour lesquelles vous travaillez, ou pour les startups aussi qui souhaitent se lancer et se faire connaître, parce qu'il y a des loups pas très chers pour la petite structure dans le village Android, qui est donc monté en association avec le POC et les organisateurs du salon. De quoi je pourrais vous parler d'autre? Non, pour vous dire que Android prend de plus en plus d'ampleur,
qu'il y a de plus en plus de projets en France, qu'on a bien raison d'investir sur Android. Voilà. Sinon, je pense qu'on peut peut-être démarrer quand même pour la présentation. Au moins, on aura les planches sur le site. Je ne sais pas si on a un problème de connexion ou... Il y a tout est un problème là ce soir. D'accord, donc on va peut-être démarrer parce que je pense pas qu'on va résoudre tout en même temps. Sinon, si on prend un ingénieur Windows aussi, personne fait du Windows ici. Ah, mais sinon, tu lances un Hangout avec ton smartphone et puis tu live stream en Hangout, hein. Tu mets en public, non? Ouais, non, mais c'est pas un... Ouais. Ah, je sais pas, mais c'est ça. C'est pas mal technicien. Ok, donc on va démarrer donc la première présentation par Philippe Prados, donc qui est super, donc qui est très connu dans la communauté Android et d'autant plus connu, faut le dire, parce que tu as rédigé pas mal d'articles dans Linux Mag et notamment le dernier. Je ne sais pas si quelqu'un l'a avec lui ce soir. Bon. Voilà. Un autographe. Ah, bah super, vas-y. Merci. Voilà, donc c'est un... On n'arrive pas à le trouver à Paris. Bon, je te dis. On le trouve en province et dans les aéroports, parce que quand j'ai emmené mes enfants en vacances, il en restait dans les aéroports parisiens. Donc c'est un magazine spécialisé qui a fait un hors-série spécial sur Android. Et Philippe, tu as rédigé combien d'articles dessus? 50%, voilà, sur la sécurité. Donc c'est entre autres les sujets dont tu vas parler ce soir. Voilà. Donc c'est un magazine. Et puis on a pas mal de pubs aussi, des sociétés sympas. J'en profite. Je fais un peu de pub, voilà. Android, open source, innovation. Philippe, c'est à toi. Merci de ta présence et de ta disponibilité. Donc, bonjour tout le monde. Oui, donc je publie depuis des années dans Linux Mag beaucoup d'articles sur Java, sur C++, etc. Et puis, il y a un an, je crois, j'ai fait une première série sur Android, j'avais fait 100% du magazine. Après, leur série numéro 2, il y avait pratiquement 80%, c'était mon équipe qui l'avait fait. Là, celui-là, j'ai fait 50%. Il y a d'autres personnes qui contribuent, mais n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez publier des choses, des idées. On est à la recherche d'articles, donc ça c'est des choses intéressantes. Juste pour information, qui est-ce qui aurait lu le dernier numéro? D'accord. Donc, tout à l'heure, je vais poser des questions et je souhaite que ceux qui ont lu les articles ne répondent pas, qui doivent avoir la réponse. Le but, c'est d'essayer justement de profiter de la communauté pour voir quelle vision ou quelle créativité on pourrait avoir pour pouvoir résoudre certains problèmes de sécurité. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution? Il y a peut-être des solutions innovantes que je n'aurais pas imaginées ou que d'autres n'auraient pas imaginées qui vont peut-être ressortir. Donc ça sera intéressant de voir ça. Donc je vais vous faire une présentation d'abord, je vais vous décrire la sécurité d'Android, la philosophie qu'il y a derrière, un certain nombre de choses, puis après il y a une problématique spécifique, un problème que l'on rencontre sur Android où on va essayer de voir s'il existe des solutions alors qu'a priori on en voit pas. Très bien. Donc la sécurité sur les mobiles, c'est pas quelque chose de simple. L'article que je mets dans leur série concerne Windows Phone, Android et iOS. Mais là, je vais vous focaliser sur Android. Il faut se protéger d'un certain nombre de choses dans ce que l'on développe sur ce type de technologie. Il faut se protéger contre le vol du terminal, parce que c'est facile de voler le terminal. Protéger contre l'exploitation d'une application par une autre application. On installe des choses, peut-être que l'application est en train de voler votre compte Facebook pour faire autre chose. Il faut se protéger contre l'utilisateur lui-même, parce que l'utilisateur, lui, il a peut-être envie de router son téléphone, et s'il déroute, est-ce que finalement, il ne peut pas récupérer les secrets de l'application elle-même? Ou se protéger des différents flux de communication, c'est là où finalement, la deuxième partie de la soirée, on va pouvoir plus creuser les différentes choses trappes qu'il va y avoir sur cette problématique. Alors, on a plusieurs systèmes d'exploitation pour mobile qui ont chacun choisi des modèles de développement différents et qui, quand on s'amuse à creuser un petit peu derrière sur les choix fondateurs de ce qu'ils ont mis en place, ça a des impacts finalement sur l'ensemble du système qui sont souvent le fruit d'une volonté d'intégrer la sécurité. Par exemple, sur Windows 7, il n'y a pas de multitâche, c'est clairement indiqué dans le document de Microsoft, il n'y a pas de multitâche, comme ça, pas de kilomètre. Ça c'est clair.
Donc vous avez une application qui est sur l'écran, quand vous quittez cet écran, vous allez sur autre chose, c'est une autre application, on l'a tout perdu. D'accord? Vous ne pouvez pas communiquer d'une application et l'autre, il faut passer par le réseau pour pouvoir communiquer, pas de réseau, pas de communication. Impossibilité de faire communiquer là. Donc du coup, il n'y a pas de risque, puisque finalement, on ne peut pas faire beaucoup d'applications dans ce système. On peut faire que des applications triviales qui sont en gros des sites web, des équivalents sites web, pour pouvoir manipuler des données. On ne peut pas faire de tâches de front, de serveurs, de fournisseurs de flux, ce genre de choses. Si vous êtes en train de naviguer avec un top, par exemple, dessus, vous ne pouvez pas écouter votre musique Deezer. Ça veut dire que c'est l'un pour l'autre, c'est pas l'un et l'autre. C'est pas pour rien qu'ils ont décidé de tout foutre à la poubelle et de passer sur Windows 2008. Et là, on ne sait pas encore ce qu'il y a. iPhone, ben là, on a un modèle qui est beaucoup plus sécurisé. On a le chiffrement de disque, donc dès qu'on annonce qu'on s'amuse à écrire sur une donnée sur le disque, c'est chiffré. Il y a peu de communication entre les applications sont assez hermétiques les unes par rapport aux autres. On a un multitâche, mais qui est assez limité, parce qu'on ne peut pas laisser les tâches longtemps, à certains délais, à certains quotas, et puis à la grande chance d'être sacrifiée. Du coup, il y a peu de risques, mais on ne peut pas non plus faire toutes les applications que l'on veut. Il y a plein d'applications qu'on ne peut pas faire sur iPhone. On peut pas faire un market, par exemple. C'est minimum. On ne peut pas changer de clavier, on ne peut pas faire un nouveau bureau. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Android, là, on a un modèle qui est beaucoup plus ouvert. Le chiffrement du disque, ce n'est pas le paramètre par défaut. On peut le demander. On peut dire, mon disque, mon téléphone, je veux le chiffrer, comme ça m'oblige à mettre un mot de passe sur ce que je boot. Et au moins, si je veux voler le téléphone, les informations ne seront pas accessibles. Il y a par contre de nombreux mécanismes de communication entre les applications. C'est le cœur même du système qui était de dire, plutôt que d'avoir 5 applications qui vont tous faire plus ou moins la même chose, autant réutiliser le code de la basique, comme ça sera plus efficace. Donc il y a plein de mécanismes de communication. Il y a un véritable multitâche, on a un carnet de minutes derrière, et du coup il y a un risque important par tous ces canaux de communication. Et il n'y a pratiquement aucune limitation sur le type d'application qu'on va pouvoir faire avec Android. Alors sur Android, on va pouvoir publier une application sur le Play Store. La seule contrainte, c'est d'avoir une signature numérique. Signature numérique que l'on obtient moyennant le paiement de $50, je crois. C'est une façon de pouvoir associer un certificat numérique avec le propriétaire moyen de paiement. Donc c'est une façon indirectement de pouvoir dire c'est cet individu qui est responsable de ce que fait cette application. Mais c'est la seule contrainte. Vous payez une seule fois, c'est pas tous les ans. Vous payez une fois. Par contre, au moment où on a pu associer votre compte un certificat numérique que vous-même vous avez auto-signé, vous avez envoyé chez Google et le paiement, il va être capable de vous proposer les applications. Dans Android, on a toute une batterie d'algorithmes de chiffrement. Donc on n'est pas limité comme sur Windows, par exemple. Windows Phone, on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau du chiffrement, on peut pas vérifier le certificat, etc. Là, dans Android, on fait ce qu'on veut. On n'a pas de conteneur sécurisé pour la clé. Il n'y a pas de portefeuille, on va dire, de clés, avant la version 4. C'est des applications qui vont stocker à certains endroits, et puis si le disque n'est pas chiffré, on pourra y retrouver les informations. Il faut attendre la version 4 pour avoir un conteneur sécurisé qui va permettre que l'utilisateur soit contraint de le débloquer avec un mot de passe, et que le conteneur lui-même soit sécurisé, qu'il ne peut pas le brute forcer, parce que les algorithmes qui sont utilisés font que c'est plutôt de brute forcer. On a l'isolation des applications par l'utilisation de user Linux différents. Ils ont détourné le mécanisme de user qui normalement c'est un utilisateur. Là, c'est plutôt une application. Chaque application utilise des user Linux différents, ce qui va permettre de pouvoir bénéficier de tous les privilèges d'isolation entre users du noyau Linux. Dès qu'on veut accéder à des informations qui sont sensibles, il faut demander des privilèges. Par contre, ce qui est intéressant, contrairement aux autres systèmes, c'est qu'on peut rajouter ses propres privilèges. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans une application, dire moi, je crée un nouveau privilège qui dit le privilège d'avoir accès au user et au password pour accéder à mon site d'entreprise. Ce qui va faire vous permettre d'avoir d'autres applications qui vont dire moi, je ne vais pas redemander à chaque fois le mot de passe de l'utilisateur, il sera présent qu'une seule fois, mais je peux, moi, bénéficier du privilège pour pouvoir interroger notre application en disant tiens, je voudrais que tu passes le user et le mot de passe et je te présente le fait que j'ai ce nouveau privilège. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas dans les autres environnements, c'est qu'on va pouvoir rajouter de nouveaux privilèges. Et là, dernièrement, d'ailleurs, dans la dernière version d'Android, ils ont rajouté le privilège RIP de la SDK, qui n'était pas prévu au début, mais celui de rajouter, c'est une chaîne de caractères. Les privilèges sont présentés à l'utilisateur avant l'installation de l'application. Donc on va indiquer, voilà, si telle application a besoin de tel privilège. Ce n'est pas un modèle où la première fois qu'on va demander, par exemple, d'accéder au contact, on va demander à l'utilisateur est-ce que vous autorisez ou pas d'accéder. Ça se fait avant l'installation de l'application. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage,
l'avantage, c'est que dès le début, une fois qu'on l'a accepté, on oublie. L'inconvénient, c'est qu'il est difficile de savoir si les privilèges qui sont demandés sont pertinents. Et vous allez voir qu'on peut s'amuser avec ce genre de choses. Il y a quelques vulnérabilités qui ont été découvertes dans les applications en route, mais ils mettent de plus en plus de freins au niveau du kernel, et puis ils améliorent tout ça, ce qui fait que c'est de moins en moins le cas, parce que c'est le risque majeur d'avoir une application qui dit qu'elle n'a pas de privilège et arrive finalement à faire une route, une fois qu'elle est en route, elle fait ce qu'elle veut. Donc là, ça devient de plus en plus difficile. On peut volontairement passer en route, on prend un risque de mettre son téléphone en route, mais a priori sans exploitation de vulnérabilité. Alors les applications, elles sont basées sur un certain nombre de concepts, qui ne sont pas très nombreux. On a la notion d'activité. Une activité, c'est une sorte de page web qui est identifiée par l'équivalent d'une URL qu'on appelle un anton. Un anton, c'est rien d'autre que l'équivalent d'une requête HTTP qui vous dit si je fais du post, si je fais du get, si je fais du delete, autre chose, je te donne un certain nombre de paramètres, je te donne un nombre de types min, c'est ça un anton. C'est rien d'autre qu'un objet qui porte finalement la description de l'URL qui décrit l'activité. Donc l'activité, c'est l'équivalent d'une page. Elle se présente à l'utilisateur, et quand on passe d'une activité à une autre, là on va finalement faire l'équivalent de quand vous êtes sur un site web, vous cliquez d'un lien sur un autre, vous allez d'un site à un autre, comme ça, très facilement. Et c'est justement un des éléments forts dans le web, c'est que vous allez pouvoir très facilement papillonner d'une application à une autre sans que l'utilisateur s'en rende compte. Moi j'ai fait une application sur le market qui permet de rajouter la connexion à l'URL d'app sur Android. Quand vous cliquez sur le contact, ce n'est pas une fiche contact que moi j'ai écrite. Je vais sur la fiche contact standard du téléphone. Donc, si vous utilisez un Samsung machin, vous avez une fiche de contact qui est différente si vous utilisez un HTC, qui est différente si vous utilisez GLB ou si vous utilisez autre chose. Parce que je suis capable de déclencher l'affichage du contact. Donc l'activité, c'est aller sur une page maintenant. On a également la possibilité de publier les services. Les services, c'est en gros le traitement en tâche de fond. Et on va pouvoir faire en sorte qu'une application quelconque peut demander l'exécution de service. Ça, c'est ce qui se passe sur Windows Phone. On ne peut pas créer une application qui télécharge un fichier, par exemple. On est obligé de demander à Windows Phone, hey Coco, invoque le service qui lui est capable de télécharger un fichier. Vous ne pouvez pas écrire vous-même le téléchargement d'un fichier. Sur Android, on peut créer un service qui a pour rôle de télécharger un fichier, par exemple. Ou de faire d'autres calculs, de récupérer les données. Et ça, on peut l'exposer aux autres applications, ou pas. On a également une barre de notification qui va permettre d'informer l'utilisateur des éléments asynchrones. Lorsqu'il se passe des choses en tâche de fond, justement, on a un problème, c'est comment communiquer cette information à l'utilisateur. C'est passé un problème, de passer à je veux synchroniser les comptes, c'est tout bon. Bon, on a la possibilité avec la barre de notification. Et donc tous ces canaux de communication, comme on l'a vu, qui permettent de partager finalement des services que propose une application, sont des canaux sensibles. Et il faut être prudent parce que vous n'êtes pas avec une application voisine se mettre à exploiter de façon malicieuse les services que vous avez exposés. Qui ont peut-être été là uniquement pour vous, mais finalement sont utilisés par une autre application. Alors, dans la sécurité, il y a deux éléments forts, c'est l'authentification et l'habilitation. C'est ce qui permet de limiter les privilèges. Sur Android, l'utilisateur du téléphone est considéré comme autorisé. Il n'y a pas de notion de groupe d'utilisateurs de login. Ça manque. Sur les tablettes, par exemple, on aimerait bien avoir ça. Parce que maman ne peut pas forcément avoir le même compte que papa, que les enfants. Une tablette, c'est quelque chose qu'on partage. Un téléphone, c'est moins le cas. Donc, considérer que le propriétaire du téléphone est autorisé, c'est suffisant. Et bien entendu, ça fonctionne que si on a un mécanisme de blocage du téléphone et tout. Éventuellement, on peut renforcer la sécurité lorsqu'on a un traitement sensible en redemandant un code PIN. Par exemple, les sites bancaires ou les applications bancaires vont vous demander de resaisir le code, même si ça a été fait. Les habilitations, dans Android, ça utilise, comme on l'a dit tout à l'heure, les user Linux. Donc c'est des users Linux différents. Pour les applications, on va pouvoir déclarer la liste des privilèges qu'elle a besoin, ou de nouveaux privilèges qu'elle pourrait éventuellement exposer. Les habilitations sont limitées aux mêmes auteurs de l'application. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement avoir plusieurs applications qui partagent le même user. On peut déclarer des privilèges qui ne sont accordables qu'à condition d'être une application qui est signée par le même auteur. On a une application qui déclare un nouveau privilège qui est signé par un certificat numérique. Et elle va mettre un flag particulier qui va dire attention, ce n'est pas un privilège que n'importe qui peut obtenir, c'est un privilège que ne peut obtenir que les applications qui sont signées avec la même signature. D'accord ? Donc ça, c'est une bonne façon de pouvoir protéger vos secrets au sein de plusieurs applications de votre intranet, par exemple. Vous
signez toutes les applications avec la même signature, vous pouvez mettre des privilèges entre vous, vous êtes sûr que c'est isolé par rapport aux autres. Il y a également des privilèges qui ne peuvent être accordés qu'au niveau du système. Ça, c'est des privilèges qui sont très sensibles. Un privilège système veut dire que ce privilège ne peut être obtenu que soit parce qu'on a l'application qui est installée dans un répertoire système A, normalement par la données, soit que l'application est signée par celui qui a signé la plateforme. Donc si vous êtes sur un HTC, c'est la signature d'HTC. Si vous êtes sur d'autres, ça doit être signé là-dessus. Alors après, on peut se poser la question, quand on prend des cyanogènes, quel est le certificat qui est utilisé? Est-ce celui qui possède le certificat peut théoriquement mettre une application sur le market qui permettrait d'obtenir des privilèges système? Alors ça permet de partager des secrets entre applications du même auteur. Et il est préférable de fonctionner comme ça que de faire que chaque application redemande le user password Facebook. Et on a saisi ça 12 fois. Quand on veut changer, on peut changer partout, mais surtout, s'il y a une vulnérabilité dans une seule, ça suffit. Pour l'accès aux fichiers, ça c'est également un élément important dans ce type de technologie. On a un répertoire de travail par application. Ce répertoire de travail dit simplement qu'au niveau des droits Linux, il va dire qu'il n'est autorisé en lecture-écriture que par le user qui justement est associé à l'application. Si maintenant vous avez plusieurs applications qui ont été signées avec la même signature et qui utilisent le même user, elles peuvent éventuellement se lire entre elles. Mais c'est partie du réseau de confiance parce que c'est la même signature. La carte SD est considérée comme publique. C'est considéré comme un répertoire qui est accessible par tout le monde. Alors ça vient de changer parce qu'ils viennent de rajouter un privilège SD-READ, ce n'est pas le cas avant, mais n'importe quelle application est autorisée à lire ce qu'elle donne. Maintenant, vous savez qu'on peut installer une application soit dans le téléphone, soit sur la carte SD. On a un moyen de pouvoir déclarer si on veut la mettre sur la carte SD. Alors là, finalement, ça vous fait un mécanisme de chiffrement gratuit. Pourquoi? Parce que l'application qui est portée sur la carte SD ne permet pas pour autant de prendre la carte SD, de la mettre dans un autre téléphone en disant super, j'ai l'application gratuite. Parce qu'en réalité, il y a un secret qui est créé une fois dans le téléphone, qui est mis dans le file system principal. Et pour chaque application, il y a un secret qui est dérivé de lui qui va être créé, et il y a un disque qui est monté pour pouvoir associer tout le contexte du répertoire de travail de l'application, et l'APK qui va bien, dans la carte SD. Ce qui fait que si vous prenez cette information, ce fichier finalement qui est chiffré, vous pouvez le mettre sur un autre téléphone qui ne pourra pas l'exploiter parce qu'il n'a pas la clé. Donc c'est une façon de dire, c'est pas parce que je la mets sur la carte SD que pour autant j'ai abaissé ma sécurité. Est-ce que c'est clair? Alors, on a aussi des choses très intéressantes sur Android, c'est la possibilité de partager à la demande certains fichiers. Si vous prenez iPhone par exemple, il n'est pas capable de partager les fichiers. Ils ont rajouté dernièrement la possibilité de le faire, mais ça se traduit par un appel système qui copie le fichier du contexte d'environnement d'une application, qui le copie intégralement dans le contexte de la deuxième application. Vous avez deux fois le fichier. Donc s'il est sensible, vous avez deux fois plus de risque. Sur Windows Mobile, c'est même pas la peine de penser. Donc on a le partage de fichiers, on a la possibilité de dire, tiens, je donne ce fichier-là, spécifiquement, je dis, lui, je change les droits, et je l'ai ouvert à tout le monde. Il suffit que quelqu'un connaisse le nom du répertoire, et puis il va pouvoir y accéder. On a aussi la possibilité d'ouvrir soi-même au sein de l'application le fichier, donc on obtient un bundle de fichiers, et de fournir cet bundle dans un parcel, donc de pouvoir l'envoyer à une autre application. Ce qui veut dire que l'autre application va pouvoir récupérer ce bundle de fichiers et lire le fichier qu'elle n'a pas pu ouvrir. C'est vous qui l'ouvrez, c'est elle qui consomme. Une fois qu'elle aura fermé le fichier, elle ne pourra plus l'ouvrir. D'accord? Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Depuis la version 4, on a encore mieux, on a la possibilité de faire du pipe entre applications. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de créer un fichier temporaire pour dire, là, j'ai beaucoup de données à transférer à une autre application, je crée le fichier temporaire, moi je trouve le fichier, je te balance le bundle, toi tu vas prendre le bundle, tu lui les données, je ne sais pas quand il t'arrête, donc je ne sais pas trop pour en détruire le fichier. Là, on a la possibilité, depuis la version 4, de faire un bundle, de faire un pipe, et d'avoir un process qui est toujours en train de produire des données que l'autre est en train de lire. Par contre, une chose importante, c'est que toutes les ressources que vous mettez dans votre fichier APK sont accessibles par toutes les applications. Les APK sont considérées en lecture par tout le monde. Donc vous pouvez très bien dire, je vous crée un resource manager qui va non pas s'initialiser avec le mien, mais avec un autre APK. À ce moment-là, je peux lire ce qu'elle fait. Donc si vous cachez des secrets là-dedans, c'est dommage. Android propose également un framework pour gérer justement les user passwords, les comptes. Alors c'est peu utilisé parce que c'est compliqué, il y a aucun... C'est ce qui fait que vous avez une application qui peut dire moi je veux bénéficier des privilèges du compte Google sans pour autant connaître le user password.
D'accord? Et vous avez la fenêtre qui vous dit est-ce que vous autorisez cette application pour le faire. Donc ça, c'est un mécanisme qui existe. Vous pouvez vous-même vous plugger dedans, créer votre propre compte. Moi, dans l'application que j'évoquais, si on veut se mettre du ADAP, on va devoir créer un ou deux ou trois comptes ADAP, branchés là-dedans. D'ailleurs, dans les GFI, maintenant, c'est beaucoup plus en valeur au sein de la gestion de paramètres. Ça permet d'éviter que les applications connaissent même le user à mot de passe, qui n'est même pas accès, puisque ce qu'elle demande, c'est un cookie de connexion. Et pour ça, il faut que l'utilisateur autorise telle application à y avoir accès. C'est plus complexe à coder, bien entendu, de faire ça, mais c'est ce que va faire Facebook, c'est ce que vous fait Google, ce que vous fait certains, YouTube ou autres. C'est bien entendu plus sécurité, et il y a même une petite subtilité que j'ai découvert un peu par hasard, c'est que si vous avez tous vos mots de passe qui sont indiqués sur votre compte et que vous amusez à changer la carte SIM en mettre une autre, lui va s'en rendre compte et il va effacer les mots de passe. Donc vous êtes contraint de devoir ressaisir les mots de passe. Mais tant mieux. C'est-à-dire quelqu'un qui vous a donné le téléphone et qui essaie de mettre une autre puce, il a les mots de passe. Donc c'est aussi indirectement une façon de protéger les informations. Oui. Non, il perd que les mots de passe. Oui, ce qu'il y a donné, c'est juste que les mots de passe là, ils considèrent que c'est des données qui sont pas sensibles. Donc je veux dire, le mot de passe, l'utilisateur est censé les connaître, il a ses. Donc c'est chiant quand vous détectez éventuellement parce que vous les perdez tous. Alors, on a dit tout à l'heure que vous pouvez exposer les activités, les services. Les services ont vocation justement à être partagés vis-à-vis d'autres applications. Donc par défaut, les activités et les services sont accessibles par toutes ces autres applications. Vous mettez une activité quelconque, n'importe qui peut y accéder s'il connaît le moyen, l'URL en gros, l'équivalent de l'URL, pour pouvoir y accéder. C'est comme ça que vous avez des applications qui vont vous lancer la page de paramétrage de GPS par exemple ou autre. Juste petite note, si vous êtes inscrit là sur le Google Plus partie, c'est le moment de l'activer, comme ça les photos sont partagées par tout le monde. Donc voilà, on a par défaut le partage des informations. Mais c'est également un risque, puisque ça veut dire que quelqu'un qui vous invoque, qui invoque le service ou qui invoque l'activité, peut très bien vous fournir dans les paramètres de l'activité des données qui sont corrompues. Peut très bien vous fournir des morceaux de SQL ou faire du SQL injection locale pour exploiter la base de données que vous pouvez utiliser dans votre appli. D'accord? Donc quand vous exposez un service qui peut être accessible par l'extérieur, il faut vous poser la question, quel risque je prends et quel nettoyage je dois faire des paramètres avant de les utiliser. D'accord? Mais ça peut être, alors sur les services, ça peut être plus ou moins compliqué parce que ça peut être aussi des objets qui sont bagnés, des objets qui sont partialisés, des objets complexes, des structures de données. Et puis si vous avez un objet par exemple qui a min max, min est censé être plus petit que max, il va falloir vous envoyer un flux qui fait l'inverse. Donc ça peut avoir des impacts sur votre application. Donc il y a une façon pas très compliquée de limiter ça, c'est d'indiquer dans les attributs de déclaration qu'on manifeste Android exported false. Et là, ça dit là, c'est pas exported. C'est-à-dire que je peux l'utiliser en moi-même, je peux de moi-même m'auto-appeler, mais j'interdis une autre application directe. Sinon, on peut aussi imposer un privilège en disant attention, j'autorise qu'on accède à ce service, mais à condition d'avoir ce privilège. On va pouvoir indiquer l'appelant doit avoir ce privilège. On peut même faire l'inverse, on peut dire l'appelé doit avoir ce privilège. Donc on peut invoquer un service, donc on doit être sûr que ce soit le bon qu'on appelle et pas quelqu'un qui s'est passé pour. On peut vérifier l'appelant qu'on appelle, on peut vérifier qui m'appelle, est-ce que lui aussi a le droit. On peut des privilèges différents. Pardon? Oui, ça se vérifie les deux, on met l'un ou l'autre, les deux. Alors, le chiffrement, donc ça c'est aussi un élément important. Je l'ai dit, ça va. Non, ça va. Donc, il n'y a pas de garantie que le device est chiffré. On ne peut pas savoir s'il est chiffré ou pas, ça dépend des versions. Et en même temps, chiffrer un téléphone, je vous avoue que c'est un peu chiant, je l'ai fait pour voir ce que ça donnait. À chaque fois que vous voulez prendre une photo, vous le débloquer. Mais, et puis en plus, c'est un peu particulier parce que le chiffrement, une fois que vous l'avez mis en place, Android va voter 2 fois. Au bout d'une première fois, avec un Android léger qui n'est pas chiffré, qui va vous permettre de saisir le mot de passe, qui va permettre ensuite de rebooter pour déchiffrer. Mais comme la toute première fois dans le premier boot, il commence d'abord par essayer de se connecter sur la puce 3G, il vous demande d'abord le code PIN, puis ensuite le mot de passe, ensuite il reboot, il recommence tout, pour pouvoir ensuite vous redemander le code PIN. Si je n'ai pas cliqué, vous m'aurez peut-être avoir à ce moment-là, et obtenir votre téléphone qui est à ce moment-là chiffré, si on vous voit, on ne pourra pas vous communiquer. Donc, pas de garantie que ça soit chiffré. SQLite,
la base de données SQL intégrée n'est pas chiffrée. Et attention, c'est celle qui est utilisée par votre kit. Ce qui veut dire que quand vous utilisez votre téléphone et que vous mettez un user password, il est stocké dedans, si vous le savez, et il n'est pas chiffré. Donc on vole le téléphone, on peut les trouver. Il existe des librairies qui font un SQLite chiffré, mais c'est une librairie complémentaire. Alors on a la possibilité d'utiliser tous les algorithmes que l'on veut, il n'y a pas de contrainte particulière. Mais il y a un problème, c'est que ok, je peux chiffrer les données, mais où est-ce que je vais passer la clé symétrique quoi? Parce que chiffrer, c'est des chiffres, et si je déchiffre, je vais avoir la clé, et la clé je l'ai où? Alors on ne sait pas trop où la mettre avant la version 4. Je peux la mettre en local, mais si je la mets en local, il suffit d'attaquer le téléphone, de la récupérer, si je la récupère, c'est que j'ai le fichier en fait. Donc, on peut parfois trouver des solutions un peu alternatives, suivant le risque, en mettant la moitié en local, la moitié à distance, on récupère sur le serveur, si on n'a pas le serveur, on peut la déchiffrer. Donc c'est un peu compliqué. À partir de la version 4, on peut le mettre dans un conteneur spécifique. Comme je disais, il ne faut pas utiliser de secret applicatif, c'est-à-dire de stocker des informations qui sont confidentielles à l'intérieur de votre code, parce qu'il est assez trivial d'aller analyser votre code et retrouver le seul code. C'est pas un secret. C'est quelque chose qui est dans l'application. Et également, il faut chiffrer les communications réseau et puis vérifier les certificats. C'est pas parce qu'on s'est connecté en SSL que c'est sécurisé, tu en parleras tout à l'heure. On peut très bien avoir un certificat très valide si l'application est bon, j'ai ouvert ma application sécurisée, donc tout va bien, c'est pas suffisant. Donc, comme on l'a vu, il faut vérifier tous les paramètres que l'on reçoit qui ne viennent pas de chez vous. Et il y a également des subtilités, par exemple, si vous avez une interface utilisateur qui a un bouton qui dit, par exemple, si vous cliquez là, ça va vous coûter 1000 $, il peut y avoir une application qui, de façon astucieuse, va déclencher un toast spécifique, qui va se positionner juste au même endroit, et qui va dire, c'est bon, tu peux y aller, tu n'auras pas 1000 $, c'est gratuit. Et donc le toast va s'afficher par-dessus. Le toast n'étant pas actif, si vous appuyez sur le toast, vous dites c'est gratuit, en réalité, vous allez appuyer sur le bouton qui est derrière. Donc pour éviter ça, donc il y a un sample qui traîne dans les sources d'Android, dans les tutoriaux. Il y a le Secure Activity qui est un mode particulier qui permet de dire attention, je suis un truc sensible, si jamais il y a quelque chose qui est par-dessus, je ne suis pas actif. Donc à ce moment-là, le toast va disparaître, l'utilisateur réagit en conscience. Les traces également peuvent révéler beaucoup d'informations. Dernièrement, je ne sais plus d'une chose que Facebook ou Twitter, qui peut regarder les logs, là vous voyez le user password. C'est con, hein, mais il y a un privilège qui permet d'avoir le droit de lire les traces. Et puis quand on s'amuse à regarder les traces, moi je me suis amusé à regarder les traces radio par exemple, parce qu'il y a plusieurs flux de traces, on peut savoir les derniers appels, parce que là on a tous les octets quasiment qui sont envoyés au niveau des trames de communication avec la couche radio. Donc là-dedans on trouve des choses assez séduisantes. Et côté web, c'est pas parce que vous avez un site web mobile qui est utilisé par les téléphones qui seront obligatoirement des mobiles que pour autant il peut y avoir une vulnérabilité exploitable dans ce site-là qui va être exploitable chez le voisin, c'est chez le site web normal. Donc le but c'est d'isoler le site. Avoir un site spécifique pour le web, un site spécifique pour le mobile, permet d'éviter une faiblesse dans l'un des deux qui serait exploitable dans l'autre. Ok? Est-ce que c'est clair ce que j'ai raconté? Bon, alors là, maintenant, on va commencer à jouer un petit peu. Donc, comme on l'a vu, on a un mécanisme qui fait qu'on a des privilèges qui sont déclarés dans une application lorsqu'on va installer l'application. Et le gros problème, c'est que si le privilège que vous avez, c'est par exemple envoi de SMS, l'utilisateur dit, oh là, envoi de SMS, plus lecture des contacts, je ne sais pas si l'application ne va pas l'exploiter pour soit envoyer des SMS surtaxés ou autre chose, je n'installe pas l'application. Pas bien. Mais peut-être que votre application peut très bien se contenter de ne pas avoir ce privilège. C'est-à-dire, si tu m'autorises, je vais peut-être faire des choses complémentaires, mais si tu ne m'autorises pas, c'est pas grave. On aimerait bien avoir des privilèges sur mesure. L'utilisateur peut dire ça je t'autorise, ça je t'autorise pas, ça je t'autorise, ça je t'autorise pas. Alors ça, c'est des choses qui n'existent pas maintenant. Donc on aimerait bien pouvoir rajouter dynamiquement des privilèges à une application. Est-ce que vous voyez une solution? Est-ce que ça vous semble possible? Qui pense que ça lui semble que c'est possible? Très bien. Alors maintenant, vous allez essayer de trouver vous-même la solution. Alors, je vais vous donner quelques clés. On va avancer slide par slide. Et au fur et à mesure des informations que je vais vous donner, il y a quelques mots-clés magiques qui sont cachés là-dedans, qui devraient commencer à vous donner la puce à l'oreille. Le premier qui a une idée, qui n'a pas eu un truc, que ce soit clair.
qui a une idée, il réagit, il propose une solution. Hein, le but, c'est pas de dire, ouais, par exemple, une bêtise, c'est au contraire de réfléchir ensemble à les faiblesses ou pas du système. Donc, comme on l'a dit, les permissions sont déclarées dans les applications par l'Android Manifest, que vous connaissez tous, hein, c'est un fichier XML qui décrit un certain nombre de choses, et entre autres, les privilèges que l'on souhaite bénéficier. Aucun service critique n'est directement accessible à l'application, puisque tous les devices, par exemple la caméra haute, ne sont pas directement accessibles. Le file system, enfin le fichier pour accéder à la caméra n'est pas accessible directement. On est obligé de passer par des API qui, en réalité, ces API vont communiquer avec un autre processus qui s'appelle Systema, qui lui a les privilèges, à l'accès à tout ça, parce que c'est le kernel, enfin, c'est le noyau de l'Android, et qui lui peut dire est-ce que l'appelant par hasard il a le privilège de regarder la caméra? Si ce n'est pas le cas, il jette une exception, il dit maintenant je suis désolé. Et puis s'il a le droit, il va permettre de le faire. Donc finalement, les applications, pour bénéficier d'un privilège, elles vont communiquer avec une autre application qui, elle, va pouvoir vérifier les privilèges et décider si oui ou non elle offre accès ou pas au service d'élément. Alors ça fonctionne par la couche de communication qui s'appelle le binder, qui est une couche peu connue mais qui permet de pouvoir invoquer les objets à distance ou des objets, parce que je vais parler des services, des activités, mais aussi l'IDE, les objets pour faire invoquer à distance. Et c'est ce mécanisme qui est un module kernel qui va lui-même injecter, lors de la communication d'un processus vers un autre, l'UID et le GID de l'appelant. Ce qui va lui permettre, à l'appelé, de pouvoir dire ah, j'ai l'UID et le GID, c'est quoi les privilèges associés à cette UID et ce GID? D'accord? Donc ça va lui permettre de vérifier les privilèges. Bon, alors est-ce qu'avec ce que je vous ai décrit là, vous voyez déjà une piste? Oui? Alors, tu créerais un autre processus qui lui bénéficierait des privilèges et tu utiliserais la communication d'une première application vers le deuxième pour que le deuxième puisse bénéficier des privilèges. Hein? Ça, c'est la première solution possible. Hein? C'est un peu lourd. Et puis, ça fait une communication entre les deux, ce qui fait que c'est plus difficile de dire j'envoie pas un SMS, j'entraîne un service de l'autre qui lui aura pas d'envoyer le SMS. Mais c'est la première solution naturelle. D'accord? Alors, on va continuer à avancer. Les processus dans Android, justement, c'est un point intéressant. Une application peut utiliser plusieurs processus. Le processus, c'est vraiment une nouveauté majeure de mon point de vue sur Android, c'est que vous n'avez aucun lien entre la notion d'application et de processus. Vous pouvez très bien décider que dans votre manifeste, vous indiquez que tel service est sur un processus, tel autre service est sur un autre processus, telle activité sur un troisième, etc. Vous pouvez très bien découper logiquement votre application dans plusieurs processus. Et inversement, vous pouvez très bien avoir plusieurs applications qui vont partager le même processus. D'accord? Hein, il suffit d'indiquer que le nom de processus est celui-là, il faut avoir deux applications qui ont le même processus. Alors, est-ce que vous voyez une autre solution que la première qui est très bonne? Le point important, c'est la notion de processus. Les permissions sont associées au processus et pas à l'application. Que se passe-t-il si je crée deux applications qui partagent la même signature, le même user et le même processus? Que la première application n'a pas les privilèges et que la deuxième a les privilèges. Ah ben, c'est une bonne question. On va voir ça avec une démo. Pour ça, on va écrire l'application la plus petite du market. Et publier, parce que vous allez pouvoir faire. Alors, si vous avez des lecteurs de QR code, préparez-vous parce que vous allez pouvoir télécharger ce que vous voulez. Hein, j'ai 3 QR codes qui permettront de. Oui. C'est simplement proposer à l'utilisateur de rajouter un processus au sein de l'application, et pour ça, il a téléchargé le droit à travers le application plugin. Et donc, quand il installe, on lui donne le droit d'envoyer les SMS, et l'application va faire appel au service simplement. Alors, l'application peut faire appel au service de la deuxième application. Alors, il y a plus simple. La piste est là, mais il y a plus simple. Tu peux juste répéter quand quelqu'un parle dans le public? Oui, alors, donc ce que tu proposais, c'était que la première application propose à l'utilisateur d'installer la deuxième application, et qu'ensuite, la première application s'arrange pour relancer la deuxième application qui, elle, permettrait de bénéficier des privilèges. Hein, c'est bien ça? Alors, il y a plus simple, puisque la deuxième application que tu évoques n'a pas besoin d'avoir une ligne de code.
Là, ce que vous voyez là, c'est l'application, c'est le source complet. D'accord? Donc c'est l'application la plus petite du market. Mis à part le fait que le market vous oblige à avoir du code, mais dans l'absolu, c'est pas nécessaire. C'est une application qui dit quoi? J'indique un shared user ID. Donc je m'arrange pour mettre un user ID qui soit le même que l'application que je veux enrichir. Le but de cette application, c'est juste de proposer le nouveau privilège que je veux rajouter. D'accord? Donc j'indique shared user ID, je mets le privilège qui m'intéresse. J'indique que du coup, j'utilise la permission dans le SNS. Hein, c'est justement le but, c'est d'arriver sur cette ligne-là. Et puis un truc rigolo que vous avez peut-être jamais vu, il y a asCode égale false. On peut indiquer dans une application, je n'ai pas de code. Donc c'est l'application la plus petite du market. Alors du coup, là, ça devient intéressant, c'est que cette application, il y a plusieurs manières de l'intégrer. Vous pouvez très bien la mettre dans des répertoires assets pour qu'elle soit portée par votre première application. Et là, deux scénarios possibles. Soit l'utilisateur a coché la case qui dit j'accepte les sources qui ne viennent pas du market. À ce moment-là, vous pouvez directement installer l'APK que vous avez vous-même embarqué, qui est ce petit APK de rien du tout, pour pouvoir rajouter le privilège. Soit au contraire, il a dit je refuse l'application de son pas market, vous êtes obligé de le renvoyer sur le market pour qu'il puisse installer cette mini-application. Ça, c'est ce que je veux dire. Donc, pour la démo, alors là j'ai un flash-top si vous voulez le prendre, c'est sur market, donc vous allez pouvoir, si vous voulez, je vais vous laisser un petit peu de temps avant de virer l'écran, parce que je vais le faire en ligne. C'est une petite application qui ne fait pas grand-chose, qui vous permet de cliquer un numéro de téléphone et puis de cliquer sur un bouton pour envoyer un SMS. Sauf que cette application n'a pas le privilège de le faire. Donc elle propose à la place un bouton qui dit rajouter le privilège envoi de SMS. Et on va voir ce qui se passe lorsqu'on appuie sur ce bouton. On va voir qu'on retourne sur l'application initiale, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la même application, c'est le même code, on n'est pas en train de se compliquer en faisant de communication d'une application à une autre. C'est là juste la même application qui, d'un seul coup, va se mettre à bénéficier d'un privilège qu'elle n'avait pas initialement. On va voir tous les effets de bord que ça entraîne. Très bien. Bon, alors, donc je vais utiliser du Druid, qui est connu. Alors, donc... Est-ce que tu en es content du Druid? J'ai juste un problème, c'est qu'il balance le courtier et pas l'azerty. Sinon, je suis très content. Alors, donc, là, pour l'instant, je vais aller sur le... Play Store. Sur le Play Store, je vais aller chercher... Bon, moi, je vais chercher Philippe Rados. Alors, ce qui est amusant, c'est que maintenant qu'il y a Google Books, il y a un vieux bouquin que j'ai écrit qui est maintenant disponible. Alors, c'est 1,06, ça devrait tomber à 1, mais c'est parce que comme il nous demande de saisir le prix en hors taxe, faire le calcul d'hors taxe de la TVA, on ne sait pas trop quelle TVA on utilise, ça va finir par s'arrondir. Donc, si on regarde les différentes applications, il y en a une qui est amusante, c'est le App Permission Démo. Donc, c'est celle-là qui est indiquée sur le... Donc, j'installe cette application. Elle me dit, cette application ne nécessite aucune autorisation spéciale. D'accord? Très bien. J'installe l'application. J'ouvre cette application. Et elle me dit ici, c'est grisé, le phone number, je suis censé mettre le phone number, je suis censé pouvoir envoyer un SMS, mais je ne peux pas. Donc il y a un bouton qui me dit Add Permission. Je fais Add Permission. Ça, c'est l'expérience utilisateur. Il est c'est un SMS for Add Permission, voulez-vous installer cette application? Donc là, c'est l'application qui est directement portée par la première. D'accord? C'est la fameuse application toute petite. J'installe, OK, et voilà, maintenant je peux envoyer ça. Vous l'applaudissez, vous l'applaudissez pas? Alors, là où ça va devenir rigolo, c'est qu'on va s'amuser maintenant à jouer avec tout ça. C'est-à-dire qu'on va regarder l'expérience utilisateur lorsque l'on est application. Je vais désinstaller la fameuse petite application complémentaire. Alors elle est volontairement avec un titre très verbeux, très bien. Et on va changer le modèle, on va lui dire maintenant, je veux que l'utilisateur n'accepte pas les sources externes, que j'ai sur le market. D'accord? Donc ça se fait dans sécurité. Alors nous, développeurs, on a tendance à savoir ce qu'on fait et à rajouter ce qu'il faut, mais sécurité. Voilà, source inconnue. Là, je décoche la source inconnue. Je vais relancer l'application. Voilà, à permission. Donc là, le comportement va être différent. Il va m'envoyer sur le market pour installer le complément, finalement. On peut exprimer à l'utilisateur que c'est un plugin, qu'on rajoute le service de ceci, même si c'est une application qui fait rien du tout.
Là, elle me dit bien que, attention, elle permet d'envoyer un SMS. Voilà, donc elle se rajoute, elle s'installe, il n'y a pas d'ouvrir puisque ce n'est pas une application télécom. Donc si maintenant je retourne sur l'application initiale, maintenant je peux envoyer un SMS. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième expérience utilisateur. Je vais juste remettre le flag parce que c'est oublié. Et on va après voir les impacts de ce que je viens de présenter. La question c'est, on voit bien que maintenant, les privilèges qui sont réellement autorisés une application, c'est l'union des privilèges des applications qui partagent le même utilisateur. D'accord? Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir dans les détails ce qui se passe suivant ce que j'installe et dans quel ordre. Donc, je vire le A de permission démo, je vire celui-là. Et puis, on va regarder ce qui se passe dans deux situations. Alors, ici, je vais retourner sur mes applications. Voilà. Je vais installer cette fois-ci d'abord la petite application qui ne fait rien, qui indique que les privilèges. Installer, elle me dit bien, service payant, envoie de SMS, c'est normal, tout va bien. Donc, j'ai maintenant que cette application. La question, c'est que va-t-il se passer lorsque je vais demander maintenant d'installer l'autre application? Celle qui, maintenant, en s'installant, va bénéficier de privilèges complémentaires. Et c'est là où ça devient intéressant. Installer. Elle me dit que cette application ne nécessite aucune autorisation. En l'installant, en réalité, maintenant, elle bénéficie aussi de SMS. D'accord? Pourtant, elle m'indique qu'elle ne va en réalité avoir aucun privilège. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait la même chose avec le Play en l'attaquant directement à partir du store, hein, je reste dans mon navigateur. Donc, je vais celle-là. Donc là, je suis avec l'interface du Play Store, je demande d'installer celle-là. Hein, pareil, on peut modifier les différents devices qui sont présents. Pareil, cette application fonctionne sans autorisation spéciale. Donc que ce soit le Play Store embarqué dans l'Android ou que ce soit le Play Store sur le net, il ne vous indique pas les privilèges réels que l'application aura, il vous indique les privilèges qui sont déclarés. On a vu qu'il y a un écart entre les privilèges déclarés et les privilèges réels. Bon, donc là, ça va être, je ne sais plus si j'ai installé, on va installer quoi de non, je vais passer vraiment. Alors, pour pouvoir détecter ce genre de choses, j'ai bien sûr écrit une application qui vous permet de découvrir les privilèges cachés. Bon, c'est fait. Alors, elle se trouve également sur le market. Mais je vais l'avoir directement sur le bureau. On va retourner sur les slides un petit peu. Voilà. Donc le Play Store indique les privilèges déclarés et non les privilèges acquis. Juste un truc intéressant, je vais retourner sur la page ici. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les paramètres qui sont indiqués lorsqu'on demande de voir les privilèges d'une application. Donc on n'est pas sur le market, là on est sur les privilèges une fois l'application installée. Et là Android est propre. C'est-à-dire, si je demande le app permission démo, il m'indique bien que j'ai le privilège SMS. D'accord? Alors que le market me disait, je n'avais pas. Le market me dit, je ne l'ai pas, j'installe, je regarde, il me dit SMS. Intéressant. Ok, donc, si on reprend ici, on a eu. J'ajoute le sans SMS, une indication envoi de SMS. J'installe l'application normale qui n'a pas de privilège en tant que tel par défaut, mais qui va pouvoir bénéficier d'une application qui est déjà installée. Pourtant, il m'indique que cette application ne nécessite aucun privilège. Et si je regarde le détail, ce que je viens de montrer, il nous indique malgré tout qu'ils s'en est bien rendu compte. D'accord? Donc il existe des privilèges qui sont cachés. C'est-à-dire des privilèges qui ont été acquis par effet de bord, qui n'ont pas été déclarés. Et pour ça, il suffit d'analyser et de trouver. Ça s'analyse et ça se trouve. Donc
les permissions accordées à un processus sont l'union des permissions de chaque application. Il existe des permissions cachées. Donc là, c'est le deuxième QR code. Si vous voulez télécharger ça, c'est l'outil qui va vous permettre de pouvoir trouver les privilèges cachés. C'est un petit peu de temps. C'est un petit outil que j'ai écrit vite fait, hein, mais qui va en gros trouver les privilèges déclarés, enfin les privilèges associés à un processus, qui les compare avec les privilèges déclarés par chacune des applications et va vous faire apparaître le delta. Alors ce qui est intéressant, c'est que Android utilise ce genre de mécanisme et Google beaucoup. C'est-à-dire que tous les services de Google partagent le même processus, le GApps. Donc toutes les applications de Google en réalité sont portées par un seul processus pour des raisons d'économie de ressources. Hein. C'est mieux de faire ça. Mais du coup, on se retrouve avec des kilos et des kilos de privilèges pointus, c'est-à-dire de privilèges cachés. Donc j'ai un petit, dans l'outil, j'ai des petits flags qui permettent de dire est-ce que je filtre ou pas Google, ou est-ce que je filtre ou pas Android. Alors, on va y aller. Donc, je retourne ici. Et, bon, je vais appeler répermission. Voilà. Alors, là, c'est surtout celui-là qui nous intéresse, hein, c'est la fameuse application à permission qui m'indique que sur le package à permission, donc ça c'est le nom de l'application, avec le processus qui s'appelle à permission, il y a une permission cachée qui s'appelle fin SMS. Là, j'ai d'autres exemples parce que je vous évoquais tout à l'heure que j'ai fait une application qui permet d'associer des annuaires et qui fonctionne aussi à base de plugins, donc on peut mettre différents plugins. Et bon, moi je suis comme ça, je trouve toujours compliqué qu'on peut faire simple. Du coup, j'ai des plugins, et les plugins, par effet de bord, eux-mêmes, ils indiquent qu'ils ont besoin que du privilège Internet qu'ils n'ont pas forcément. Par effet de bord, si j'ai différents plugins, j'ai accès aux privilèges des plugins dans l'application standard. Donc ça, c'est les privilèges cachés. Donc là, il n'y en a que deux. Mais si je vais sur le menu, je peux lui dire, tiens, je veux que tu m'affiches aussi les privilèges de Google. Et là, on voit que comme Android Provider Google, lui aussi bénéficie de toute une batterie de privilèges cachés. Que là aussi, voilà, il y en a d'autres. Donc il y a un certain nombre de privilèges cachés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai écrit cette application, c'est amusé à tester chez nous sur tous les téléphones, il n'y a rien qui est sorti à part les applications à moi. C'est une bonne nouvelle. Hein. Mais en même temps, c'est quand même embêtant d'avoir des privilèges cachés qu'on ne présente pas à l'utilisateur. J'étais en discussion avec les gens de la sécurité Google, etc., en disant qu'ils savaient que le modifie le market. Comme en plus le market, il sait les applications que vous avez et qui pourrait lui-même faire cette synthèse et vous présenter lorsqu'on l'installe. Aussi bien sur le web qu'en local, les privilèges cachés ou pas. Donc là, j'ai indiqué pour la partie, là, c'était Android Apps, et ici, j'ai les Google Apps. Alors là, les Google Apps, on a des kilos de privilèges cachés. Donc ça, les privilèges cachés, c'est des privilèges que l'application ne déclare pas, mais qu'elle bénéficie quand même par effet de bord. Ok ? Tous les sources sont disponibles là. Pareil, si vous voulez scanner le QR code, vous avez des sources et d'outils d'analyse et toute la démo. Et voilà. La seule particularité, c'est que si vous rebutez vous-même, il faut que le petit APK que vous allez injecter dans l'autre APK soit signé avec la même signature. Sinon, vous allez avoir des soucis, parce que c'est le principe, c'est que ce soit la même. Donc, il faut signer la petite APK avant de le mettre dans l'autre et puis de re-signer tout. Dans le hors-série qu'on évoquait là, hein, voilà, c'est là-dedans, ça reprend tout ce que j'ai raconté. À l'époque, quand j'ai publié, quand j'ai envoyé l'article, j'avais pas encore fait l'outil. Il y avait la démo, mais il n'y avait pas les outils. Donc après, j'ai un peu, voilà, j'ai fait une petite détection. Et vous pouvez vous amuser avec. Hein, je vous invite à tester, à noter, à réagir. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez raconté? Oui. Est-ce que vous avez répondu Google? Alors Google m'a répondu que les privilèges sont bien l'union des privilèges associés aux applications, c'est une feature, c'est par construction. Et je leur ai, ils disaient que c'est pas une vulnérabilité dans les mesures où c'est une fonctionnalité, hein, c'est toujours la réponse classique. Hein, et je leur ai évoqué que pour moi c'était quand même une vulnérabilité dans les mesures où on devrait indiquer à l'utilisateur, même si c'est pas facile, les effets de bord d'installer une application. Parce qu'on a deux scénarios. On a le scénario qui est d'abord j'installe l'application SMS, puis on installe l'autre qui dit je n'ai pas de privilège, j'en ai en plus. Donc celle-là c'est relativement facile de présenter à l'utilisateur. L'inverse est plus difficile. De dire vous avez installé cette application, donc telle et telle et telle et telle autre application vont maintenant avoir des privilèges en plus. Ça, du point de vue user expérience, c'est compliqué.
ça doit être transparent à l'utilisateur, bah, c'est une question ouverte. C'est le choix qu'a fait Google, de dire c'est transparent, il ne sait pas quoi. Ou on pourrait aussi modifier le modèle en indiquant qu'on ne peut pas avoir de privilèges supplémentaires en partageant les processus. Non, là, ça va être très compliqué parce que toutes les applications qui partagent avec Google Apps, c'est un modèle dans ça. Voilà, c'est pas tranché, c'est pas simple. C'est intéressant, c'est le fruit, ce que je mets dans l'article, le fruit d'une étincelle de 2 minutes un jour. Moi, j'avais le problème d'une application SMS, je ne voulais pas mettre de SMS. Si le nom de Dieu, c'est pas associé à l'application, c'est associé au processus. Et puis quand je suis rentré chez moi, au bout de 5 minutes, c'était testé. C'est plus con en fait. Mais voilà. Oui. J'ai envie d'avancer l'application, se dire que j'ai le même processus que même. Non, la contrainte, c'est qu'il faut que les deux applications soient signées par la même signature. D'accord? Donc ça ne peut fonctionner que dans un écosystème d'un utilisateur malveillant qui va vous inciter à installer plusieurs applications qui chacune d'elles demande des privilèges qui sont légitimes, mais qui combinés présentent des risques que vous n'aurez pas imaginés. Il peut y avoir une application qui demande accès au contact, une autre qui demande accès à un SMS. Marier les deux, ça peut être embêtant. Quand on installe une application, je ne sais pas faire confiance à l'application, mais à l'éditeur complet. Ben voilà. Et quand vous avez qui parlait ça, des jeux où chaque jeu pourra bénéficier de bonus si on installe un autre, bon, vous vous retrouvez avec des centaines d'applications et finalement, les privilèges qui sont accordés sur un jeu spécifique, je sais pas, qui fait des réseaux sociaux par SMS, qui est parfaitement justifié, un qui prend caméra, un qui prend GPS, et puis finalement, s'ils ont décidé parmi les processus, ils ont les trois, ils ont les deux. Oui. Est-ce que vous avez été confronté à justement des applications qui faisaient ça de manière plus malveillante? Non, alors moi j'en ai pas vu. C'est tout récent ce que je présente là. L'article est sorti. Alors, oui, juste petite information, le magazine là, c'est la première fois qu'il sort simultanément la version PDF, vous achetez sur le net, et la version papier en même temps, d'habitude sur la version PDF plus tard, donc ils essayent. Il y a toujours la question comment se fait-il que la version PDF coûte le même prix que la version papier? La réponse, elle est évidente, sauf qu'on ne la voit pas nous en tant que consommateurs, c'est que la presse en France est fortement aidée. Donc, si vous avez un magazine qui sort de façon régulière, donc vous avez un numéro paritaire, vous avez une TVA de 2%. Quand vous publiez un PDF, c'est plus du tout la même chose, vous avez une TVA de 18%. Donc la marge que se fait le magazine, la marge qui permet de payer des gens comme moi, ou les auteurs, des gens qui sont prêts à partager, etc., est la même dans les deux cas, parce qu'en plus ils passent par des prestataires intermédiaires qui doivent aussi très bien connaître. Donc oui, c'est le même prix. Soit vous avez la version papier, si vous préférez ça, prenez-la. C'est juste que moi, comme je reçois gratuitement, j'ai pris comme ça. Les versions PDF, vous l'embarquez partout. Donc c'est à vous de choisir. Mais et ce qui compte, c'est pas le support que vous achetez, c'est les articles qu'il y a dedans. Ce que vous achetez, c'est le contenu intellectuel qu'il y a dans le magazine. C'est pas, en fait, ce sont un papier, même si c'est plus petit ou plus grand, c'est un article. Quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est la question naturelle qui arrive. Je vais répondre ainsi. Est-ce que la vulnérabilité marche, la vulnérabilisation est lancée en simultané? Ça change rien, c'est juste un problème de process. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que les privilèges sont sur ce process. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est par le mécanisme du binding qu'on va pouvoir savoir quels sont les privilèges du précédent, et pour ça il va injecter l'unité de JIT. Donc il n'injecte pas la notion d'application, ça ne veut rien dire, Android, la notion d'application. Il injecte le processus. Ce qui permet à l'appeler de pouvoir vérifier les privilèges du processus. Oui. J'ai une question de sécurité vis-à-vis du fait que Google signe toutes ses applications avec le même certificat. Non, enfin oui, les siennes, oui. Les siennes, toutes ces applications. Facebook les signe avec le sien, etc. Si demain le certificat de Google se retrouve dans la nature pour raison XY, tous les téléphones du monde se retrouvent avec... Oui, mais il n'y a pas besoin de ça. Il faut savoir que Google Market est capable de désinstaller des applications à ton insu, enfin silencieusement. Il est capable aussi d'en installer silencieusement. Et ça, c'est comme ça. Si tu considères que tu ne peux pas faire confiance aux Américains, parce que tous les systèmes mobiles sont en réalité faits par les entreprises américaines, il y a ça qui peut frapper à la porte en disant donnez-moi la clé privée, pas besoin d'envoyer, il suffit d'attendre. À partir de là, on fait ce qu'on veut. On a vu les vulnérabilités qu'il y a eu dernièrement avec Stan qui utilisait une collision sur les certificats de Windows Update. Et à la limite, il suffisait juste d'aller frapper à la porte de Microsoft en disant Coco, donnez-moi la clé privée. C'est-à-dire que toute la sécurité qu'on utilise sur le net est basée sur un certain nombre de certificats. Il suffit d'avoir la clé privée d'un seul de ces certificats pour pouvoir faire ce que l'on veut, que ce soit de mettre à jour un Windows, de mettre à jour un Ubuntu, etc.
Et c'est des certificats, finalement, qui sont racines, hein, que ce soit une autorité de certification. Il y a eu des problèmes dans les événements dans l'Afrique du Nord, hein, où j'avais justement une autorité de certification qui a créé un certificat signé par l'autorité de certification et qui, du coup, se mettait en managérial sur Genève. Bon, voilà, sinon, on utilise pas Internet, la sécurité, c'est de lever les chèvres. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, ceci termine la présentation. Et puis, je vous invite à...